Je vais inviter les intervenants de la seconde table ronde à nous rejoindre. Je vais demander à la députée Christine Hennion. Madame la députée, merci de votre présence. Je vous ai salué tout à l'heure. Rejoignez-nous. Vous êtes députée des Hauts-de-Seine, La République En Marche et membre de la Commission des Affaires économiques et vous travaillez sur ces sujets. Cécile Huette. Vous êtes, alors on parlait de l'Europe tout à l'heure et on a le bonheur de vous avoir, c'est un privilège de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Vous êtes la chef adjointe de l'unité robotique et intelligence artificielle à la Commission européenne, ingénieure vous-même. Merci. Raphaël Didier, la BPI, on en parlait dans la première table ronde. Le rôle de BPI France est très important dans la façon dont elle accompagne aujourd'hui les start-up, mais pas uniquement, les entreprises aussi qui passent à l'IA. Laurent Servoni, vous êtes le directeur intelligence artificielle chez Talent. Vous êtes, docteur et ingénieur aussi. Et on va parler de la façon, des suggestions opérationnelles que vous faites aux entreprises pour qu'elles aillent plus loin dans l'IA. Et enfin, Nikos Paragios. Merci, je vous en prie, prenez place. Vous êtes responsable des formations en sciences et des données et en intelligence artificielle et professeur à Centrale Supélec. Je vais commencer par Madame Huette, si vous voulez bien prendre le micro. On a fait tout à l'heure avec Laurent Stéphanie, avec Laure de la Rodière, un état des lieux de la situation aujourd'hui en France. Qu'en est-il à la dimension européenne aujourd'hui et quels outils vous mettez en œuvre, on va le voir, pour qu'on adopte davantage encore l'IA, pour industrialiser, puisque c'est ça l'objet de cette table ronde. Comment est-ce que vous voyez les choses depuis Bruxelles ? Tout d'abord, merci de nous accueillir ici. Et je vais en fait élaborer un peu plus en détail ce que la députée européenne a mis en avant à un niveau plus élevé. En fait, depuis 2018, on a vraiment une politique forte pour l'IA en Europe. Avant ça, on soutenait des projets de recherche et développement depuis déjà pas mal de temps. Notre unité travaillait sur le sujet depuis avant 2004. Mais là, les choses se sont accélérées en 2018 lorsqu'on a publié cette stratégie pour l'Europe en IA. Et en fait, le but était d'avoir une stratégie qui soit complète. Donc non seulement augmenter de façon drastique notre financement pour la recherche, le développement, mais aussi le déploiement. Ça, c'était l'aspect plus nouveau, le déploiement. Et c'est le cadre du nouveau programme de recherche, de développement et de déploiement qui va venir dans le futur. Donc, un volet financement. Un volet également transformation socio-économique. Alors, il faut comprendre les transformations du monde de l'emploi et l'accompagner, donc anticiper les besoins, créer les compétences nécessaires non seulement pour développer les systèmes, mais aussi pour les intégrer dans le monde industriel actuel. Comprendre aussi le monde des travailleurs, voir leurs besoins, la formation continue, des choses comme ça. Et finalement, créer un cadre à la fois réglementaire et éthique. Donc, c'est les trois volets sur lesquels on s'est attaqué à partir de 2018. Ensuite, on a eu une seconde communication pour présenter notre travail avec les États membres. Et ça, c'est vraiment un aspect crucial. On a parlé tout à l'heure de fragmentation. Fragmentation au niveau national, mais fragmentation au niveau européen est encore plus flagrant. Et donc, notre seule chance de mener la bataille IA au niveau mondial, c'est vraiment d'unir nos efforts et de construire sur toute notre capacité en termes de recherche, de déploiement d'industrie. Mais alors, parlez-nous de ce plan de déploiement que vous mettez en œuvre dans toute l'Union, avec une base qui est Bruxelles, mais aussi en vous appuyant sur les travaux, par exemple de la DGE, on l'a vu tout à l'heure, des États eux-mêmes. Parlez-nous de ce plan. Voilà, donc le plan coordonné a plusieurs volets, et un des premiers volets, on a mobilisé les États membres pour que chacun mette en place une stratégie IA. Et le fait de travailler ensemble permet d'avoir des stratégies qui
quelque part, ne soient pas complètement déconnectés. Et donc, le travail qu'on fait avec eux, c'est de les informer les uns des autres, afin que, finalement, tous ensemble, on aille dans le même chemin, dans la même direction, et on joigne nos efforts. Et ce que nous faisons via nos programmes de financement, c'est d'acheter une couche de financement, finalement, aux efforts individuels, pour qu'ensemble, on progresse plus rapidement. Et une couche de 2,5 milliards à peu près. Alors, on a dans le programme de déploiement qui va de 2021 à 2027, donc c'est le programme numérique pour l'Europe. Là, on a demandé, c'est toujours une proposition de budget, et c'est là qu'on a besoin du support des États membres pour accepter le budget, comme la députée l'a dit tout à l'heure. Et donc, c'est un programme de 9,2 milliards, et une des 3 technologies essentielles, c'est l'IA. Et pour cette technologie, on a demandé un budget, en effet, de 2,5 milliards. Oui, donc, on a demandé, suscite des débats en ce moment, et il y a des choix politiques à faire. Donc, tout à fait. Oui. Et le but, en fait, de ce programme, parce que jusqu'à présent, on a eu un programme de recherche et de développement. Ce qui veut dire qu'à la fin du programme, on avait des projets qui avaient des démonstrateurs qui étaient intéressants, des pilotes qui étaient intéressants, mais ça s'arrêtait là. Quand il y avait des résultats intéressants, soit les gens étaient happés par les Américains et on perdait les connaissances, ou bien les résultats étaient achetés, les startups étaient achetées. Alors, ce qu'on voulait faire, justement, c'est permettre à l'Europe d'exploiter les résultats qu'ils ont financés dans le passé, permettre d'exploiter tous les résultats qu'on a au niveau européen. Et c'est l'objet de ce programme de déploiement et de capacité pour lequel on demande 2,5 milliards sur l'IA. Et il s'accompagne également d'un volet sur la formation. Donc, il y aura également 700 millions dédiés à la formation de technologies essentielles. Une de ces 3 technologies est l'IA. Et un programme pour les pôles d'innovation numérique. Et le but de ces pôles d'innovation numérique, c'est d'avoir un pôle d'innovation numérique dans chaque région pour amener la technologie proche de l'écosystème, proche de l'économie locale. Et vous parlez bien de régions dans chaque État. Voilà. Donc, au niveau régional, d'avoir... Finalement, le but est d'avoir, pour chacune des entreprises, à un niveau proche d'elles, un accès aux compétences, aux technologies, pour d'abord connaître ce que la technologie peut leur apporter dans les domaines plus traditionnels, pas nécessairement dans l'IT, mais pour qu'ils puissent bénéficier de tout ce que la technologie peut amener. Le rôle de ces pôles, c'est de faire quoi auprès des entreprises? Former, vulgariser la technologie, c'est quoi? OK. Donc, un pôle d'innovation numérique comprend différents volets et différentes expertises. Non seulement accès à l'expertise technologique pour pouvoir intégrer la technologie, mais comprendre également les besoins des sociétés. Donc, également avoir un volet business pour les coacher au niveau business, un niveau financement, quels sont les financements accessibles pour ce type de compagnie, quel sera l'impact sur leur process, quel est le retour sur investissement, accès à l'éducation également, comment former les travailleurs pour pouvoir intégrer la technologie. C'est également une compétence qui leur permet de tester avant d'adopter. Donc, ils peuvent être accompagnés dans un test pour voir ce que, dans leur contexte, la technologie pourrait leur apporter avant d'investir et avant vraiment de divulguer les technologies. Alors, Laurent Cerveny, si vous voulez bien prendre le micro, chez Talent, c'est votre métier, vous accompagnez les entreprises, vous aussi, pour leur permettre, notamment, par exemple, d'acquérir une technologie comme l'IA. Sauf que vous nous dites, l'IA, c'est pas tout jeune. Ça a déjà 50 ans, enfin, on l'a déjà fait. Il y a déjà eu des phases d'industrialisation. Vous pouvez peut-être revenir sur ces aspects un peu historiques pour comprendre en quoi c'est similaire un peu de ce qu'on est en train de vivre et de comment il faut faire aujourd'hui. Merci Thierry. Tout à fait, l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle technologie depuis, comme vous l'avez dit, 50 ou 60 ans. Donc on a déjà un historique là-dessus. Et finalement, l'IA a déjà connu une phase d'industrialisation. On a eu, par exemple, il y a quelques années, la gestion des hauts fourneaux de Usinor-Sacilor qui était faite par des systèmes experts. Et puis aujourd'hui, l'IA, elle fonctionne, puisque finalement, tous dans votre téléphone portable, vous avez de l'intelligence artificielle. De grandes banques utilisent des systèmes experts, déjà même anciens, avec de l'IA. Donc on a su industrialiser l'IA dans le passé, mais effectivement,
il y a quand même aujourd'hui quelques freins. On en a évoqué ce matin. Il y a une culture finalement du démonstrateur ou du POC, et puis on a du mal des fois à passer à l'échelle, à la phase industrielle. Alors ça peut être dû à différents facteurs. Ça peut être des craintes qu'on a évoquées ce matin, la peur de perdre un emploi ou de ne pas maîtriser la technologie, ou aussi des craintes technologiques. Est-ce que ça va être fiable? Est-ce que l'algorithme est explicable? Est-ce que je vais pouvoir comprendre ce que va produire le réseau de neurones, ou est-ce que je vais savoir l'entraîner? Donc effectivement, chez Talent, ce passage, je dirais, d'une nouvelle technologie, même si elle est un peu ancienne, donc du POC, du démonstrateur, à la phase industrielle, c'est en quelque sorte nos terrains de jeu. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver la meilleure méthode pour que les entreprises puissent adopter plus rapidement ces technologies. Alors en entreprise, moi je vois trois facteurs qui sont à mettre en place et qui peuvent débloquer la situation. Le premier facteur, c'est le design comme méthode de conception, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est travailler ensemble. Les données, c'est quelque chose de bien, c'est très intéressant, mais si vous donnez à un data scientist un paquet de données et que vous lui dites qu'est-ce que vous pouvez en sortir, ben, globalement, il n'en sait rien. S'il n'a pas l'expertise du métier derrière, il ne saura pas le faire. Je vois dans la salle la SFIL, qui est une banque, le bras armé de l'État pour le financement des collectivités. On a développé avec la SFIL un système d'aide à l'octroi de crédit qui a été guidé par les métiers et pas uniquement par les données. Oui, c'est la réalité du métier, le cas d'usage qui compte. C'est pas simplement le fait d'avoir des données, quoi. Exactement, c'est le savoir-faire de l'analyste qui fait que le système va fonctionner, et donc ce sont les métiers qui apportent leur expertise. Le deuxième point qui paraît essentiel, et là aussi il a été évoqué à l'instant, c'est l'aspect formation. C'est-à-dire que quand les gens ont une crainte, eh bien, le meilleur levier, c'est de les former. Donc il faut former en entreprise, on l'a évoqué à plusieurs reprises ce matin, évidemment, les managers, les collaborateurs qui vont utiliser, d'une part pour comprendre comment fonctionne le système, mais aussi pour gommer cet aspect fantasme de l'IA. Parce que ce qui fait peur dans l'intelligence artificielle, c'est le mot intelligence. On a l'impression d'une boîte magique qui va faire des choses extraordinaires. Bon, l'IA, c'est pas si magique, ça reste des 0 et des 1, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même de l'algorithmie. Donc en tout cas, la formation en entreprise est fondamentale. Et puis, on a aussi la formation des entreprises vers les écoles. Vous aviez aussi le MBA qui est organisé par RM Conseil et l'Institut Paul-Léonard de Vinci, dont un prospectus était distribué à l'entrée, auquel Talent contribue, donc qui permet de former des gens qui vont devenir des leaders en intelligence artificielle. Et puis, il faut former, je dirais, dans un champ très large. On travaille avec Simplon, Microsoft, etc., et différentes écoles, parce que, encore une fois, l'IA, ce ne sont pas que des algorithmes, c'est comprendre les entreprises et aller auprès des métiers. Et le troisième point, qui rejoint un petit peu le premier, c'est que l'IA n'est pas qu'un projet informatique, mais c'est aussi un projet informatique. Et donc, il faut trouver dans les entreprises l'articulation entre les DSI, alors je sais qu'il y a quelques DSI dans la salle, mais il faut qu'ils acceptent de passer un peu la main. C'est-à-dire que, encore une fois, le projet d'IA, il doit être guidé par les métiers. Si je reprends l'exemple de la SFIL, c'est la direction des risques crédits qui a piloté le projet, mais les DSI doivent créer le contexte qui fait que ça fonctionne sur l'aspect authentification, les aspects sécurité, mise à disposition d'un environnement de données qui soit normé, etc. Bon, mais alors vous nous dites que c'est très important de former, ça on a compris, de partir des cas d'usage, mais alors vous avez d'autres exigences pour que ça fonctionne bien dans l'entreprise. Vous nous dites qu'il faut d'abord que l'IA concernée par un cas d'usage spécifique soit capable de dialoguer avec toutes les autres sources de données de l'entreprise. Ça, c'est un point très important. Et puis, vous nous expliquez de ce point de vue-là que pour rendre ces objets efficaces, il faut continuer à le nourrir. Parce que si en plus on ne reste que dans certains aspects de l'entreprise, ça ne suffit pas. Alors, développez-nous ce point-là, si vous voulez bien. Alors, effectivement, un système d'intelligence artificielle, c'est pas une entité toute seule dans un coin qui va fonctionner, qui n'est pas connectée au reste de l'entreprise. Si on prend un système par exemple, de reconnaissance de carte de crédit pour vérifier qu'il n'y a pas de fraude, eh bien, ça va être connecté à tout un ensemble de briques de l'informatique de l'entreprise. Donc, c'est ce que j'évoquais, c'est cette
cette articulation entre DSI et métier. Et si vous avez trouvé que c'est une marotte, mais si je reprends l'exemple de la SFIL, il y a tout un ensemble de collaborateurs qui participent à ce projet, puisque vous avez les analystes crédits, mais vous aviez aussi les gens qui sont donc à la partie informatique, vous avez des gens qui s'occupent de la sécurité des données, il y a la qualité des données qui doit être vérifiée, et si effectivement on prenait les données de manière brute, eh bien elles n'ont aucun sens en tant que telles. Il faut que quelqu'un les analyse et explique au système d'IA comment les mettre en œuvre et comment les exploiter. Donc il y a tout un ensemble de compétences qu'il faut utiliser dans l'entreprise. Aujourd'hui, si on sort de la méthode et qu'on s'intéresse aux entreprises en France, c'est quoi les secteurs qui sont en pointe? Vous venez de nous citer plusieurs fois les banques. C'est le cas? Je ne sais pas, on parlait d'autres véhicules autonomes tout à l'heure. Où est-ce qu'on est en avance un peu en France? Le monde de banque et assurance utilise l'intelligence artificielle historiquement depuis très très longtemps. Et donc en fait, c'est effectivement dans ce secteur-là, il y a beaucoup d'usages. Mais le domaine de la santé, c'est un peu classique de le dire, mais le domaine de la santé est un gros consommateur d'intelligence artificielle. Sur évidemment la voiture autonome, alors il va y avoir des expérimentations puisque l'État a permis les expérimentations dans les prochains mois. Mais c'est évidemment un problème qui est plus compliqué puisqu'on va retrouver des véhicules autonomes avec des véhicules conduits par de vrais humains. Et donc là, il y a quand même quelques problèmes de gestion qui sont à résoudre. Donc voilà, mais sinon le champ des possibles est immense. Dans le domaine du développement durable, de l'environnement, on trouve de l'intelligence artificielle. Alors, je voudrais passer le micro à Nikos Paragios. Prenez le micro s'il vous plaît, Nikos. On disait tout à l'heure, il faut que les grandes écoles, que les universités, Laurent Stéphanie d'Accenture le soulignait, progressent en la matière. Là, on est encore peut-être un peu en retard. Quelle est votre vision à vous de la situation de ce niveau d'enseignement aujourd'hui en France, en Europe, mais en France en particulier, avec les forces et les faiblesses de notre système? Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, je vais rebondir juste sur la question des Women AI. En fait, on a besoin de Women in Science. Ce n'est pas juste un problème spécifique d'IA. Aujourd'hui, les grandes écoles, en fait, on n'a pas suffisamment de femmes. C'est environ 25% des étudiants. Donc, si on peut augmenter le pourcentage des femmes en grandes écoles, on aura encore plus de femmes sur l'IA, donc ce n'est pas spécifique en IA. Et comment vous voulez faire alors? En fait, après, il faut sensibiliser. Je pense que c'est quelque chose qui doit démarrer dès le plus jeune âge. En fait, j'ai des garçons et souvent, j'observe ce qui était dit. Donc, il faut vraiment sensibiliser, pas que pour l'IA, mais pour la science en général. Donc, pour revenir à vos questions, en fait, aujourd'hui, le système français, en fait, par rapport au système anglo-saxon que je maîtrise grâce à mon ancienne vie aux États-Unis, a beaucoup de désavantages. Ça veut dire on a une éducation qui est assez large. Ça veut dire on ne fait pas des choix de spécialisation dès le plus âge, qui est le cas des systèmes anglo-saxons. Donc, ça nous permet d'avoir en fait un background assez solide en sciences, en littérature, en mathématiques, en physique, et c'est un avantage considérable pour aborder des problèmes de l'IA. L'IA, ce n'est pas juste un domaine où on a besoin de mathématiques, on a besoin aussi d'avoir des connaissances en informatique, de philosophie. En fait, il y a beaucoup de questions qui se posent. Ce n'est pas juste une question de développement algorithmique. Donc, si on regarde des panoramas, en fait, c'est parce que la France, et ça se démontre avec le nombre de chercheurs qui sont dans le plan mondial parmi les leaders en IA, a une carte à jouer parce qu'en fait, on a un système d'éducation à la fois au secondaire et aussi à l'université et aux grandes écoles qui est d'excellente qualité. Ça ne va pas dire qu'il faut arrêter là, ça veut dire qu'il faut aller vraiment plus loin. Aujourd'hui, ça reste quand même des domaines qui sont des domaines de spécialisation, souvent au niveau master ou au niveau troisième année de l'école. À mon avis, il faut commencer par parler de l'IA en avant. Parce qu'ici, on regarde l'évolution du métier. Aujourd'hui, ça sera tout à fait possible. Quelqu'un qui a 18 ans, qui a de bonnes connaissances informatiques, de commencer à programmer des solutions en IA pour des problèmes spécifiques. Donc, on va vers ce qu'on appelle la démocratisation de l'IA, d'où l'intérêt, en fait, à la fois pour les universités et pour les écoles, de commencer de plus jeunes de parler de l'intelligence artificielle, des mathématiques, d'informatique, mais aussi d'autres domaines qui sont connectés. Et alors, quels sont les profils des étudiants qui aujourd'hui vont vers l'IA? Aujourd'hui, si on regarde l'historique, en fait, on est principalement des personnes qui étaient intéressées pour les mathématiques et l'informatique. Donc, ce sont des profils assez pas du tout originaux, en fait. Mais on a de plus en plus de personnes, en fait, qui s'aperçoivent dans des domaines divers comme la médecine, qu'il y a va bouleverser les façons avec lesquelles la société est en train d'évoluer. Et on va vers ce qu'on appelle la hybridisation. Ça veut dire, si vous souhaitez faire la différence, et je reviens à ce qu'il a dit mon collègue des talents, il ne suffit pas juste d'être un bon programmeur, il ne suffit pas d'être un bon algorithmicien, il faut être aussi capable à maîtriser en fait, les besoins
de l'application, les besoins du marché, les besoins du problème. Donc en fait, ce que nous on essaye de faire, c'est essayer de sensibiliser les élèves dès la première année sur l'intérêt d'aller vers l'industrie, d'aller vers la société, d'aller vers les startups et surtout de garder des profils hybrides, pas en fait que les profils algorithmiques, parce qu'aujourd'hui des algorithmiciens ont de plus en plus. La vraie différence, c'est les personnes qui sont capables à la fois de concevoir l'algorithme, mais aussi trouver en fait la bonne application de l'algorithme pour le bon problème. C'est pas juste un problème algorithmique, ça va de là. Vous voulez amener cette obsession du métier et du cas d'usage, vous voulez amener des gens qui sont issus plutôt du métier vers de leur donner une capacité algorithmique. Mais pour ça, par exemple, vous les aider avec de la formation continue. En fait, aujourd'hui, notre objectif, c'est pas de faire des médecins, des data scientists. Je pense que c'est illusoire. Par contre, il y a plein de métiers où ces deux mondes doivent interagir de façon continue et constante. Donc, c'est essentiel en fait qu'on arrive à dialoguer. Je pense que la première étape, c'est de pouvoir expliquer en fait qu'est-ce que c'est un algorithme, entre guillemets, quelle est la puissance de l'algorithme, qu'est-ce qu'on utilise comme montré pour faire l'apprentissage, et l'autre personne devrait être réceptive et pouvoir comprendre ça. Donc, pour arriver à ça, en fait, à Centrale Supélec, on essaye de faire trois actions concrètes. La première, c'est de proposer des programmes qui sont des programmes interdisciplinaires. Donc, on a un programme avec le SEC Business School qui vise à la fois de développer des capacités d'IA en data science, mais aussi les business. Donc, c'est un master qui existe depuis presque 5 ans et est classé 3e au monde. Je ferai un peu les pubs quand même parce que ça n'arrive pas souvent. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on fait, qui est aussi importante, c'est d'avoir, pendant les cursus des élèves, de proposer des séjours. Ça veut dire que les élèves sont obligés, en fait, d'arrêter, entre guillemets, ou mettre en parenthèse leur cursus et aller travailler en industrie. Et la troisième chose qu'on fait au niveau école, c'est ce qu'on appelle le Digital Tech Year, où en fait on sélectionne un faible nombre des élèves qui sont tellement motivés. Et l'idée, c'est de faire parcourir, en fait, travailler dans plusieurs projets digitaux dans différentes entreprises. Ça, c'est au niveau des formations initiales. Et au niveau exécutif, en fait, aujourd'hui, je partage parfaitement l'introduction qui est faite par les collègues syndicalistes auparavant. Aujourd'hui, on est en train de vivre une révolution où beaucoup de métiers, en fait, vont disparaître ou vont évoluer. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lutter, en fait. Ça veut dire c'est l'automatisation. Donc, notre intérêt comme école et comme société, c'est de pouvoir proposer des solutions concrètes pour ces personnes-là qui ne restent pas à la traîne. Donc, au niveau des centrales EXED, en fait, on propose plusieurs formations. On propose des formations qui sont au niveau de familiarisation de l'IA. Ça veut dire l'idée, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans l'intelligence artificielle, de comprendre de quoi il s'agit et comment ça peut impacter en fait son métier ou son domaine d'application. Ça, c'est la première formation. Et on propose des formations plus longues en fait pour des personnes qui ont déjà un background qui est relativement propice pour évoluer vers l'IA, qui passe en fait d'une connaissance générique du domaine vers quelque chose de plus d'expertise. Vous êtes vraiment concentré, sinon obsédé par l'idée de sortir du monodiscipline. Bon, et je dirais simplement que ça peut se déployer ailleurs. Et au fond, la réforme du lycée, aujourd'hui de Jean-Michel Blanquer, va dans votre sens, parce que l'idée, c'est d'amener un jeune à choisir plusieurs éléments de discipline pour se fabriquer son propre cursus et pas être monocouloir, en quelque sorte. Et homogène. Fait, comme je disais auparavant, la différence, la richesse du système français par rapport au système anglo-saxon, c'est même maintenant, c'est la richesse. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé aux États-Unis, si vous souhaitez être admis à MIT, dès 15 ans, vous allez faire que des maths, que de l'informatique, et vous allez faire toutes les activités qu'il faut pour être admis à MIT. Et MIT, dès la première année, vous allez choisir une discipline et vous allez être formé que cette discipline. Donc aujourd'hui, je pense que l'avenir, en fait, c'est l'interdisciplinarité. Surtout la technologie, c'est un moyen formidable en fait pour mettre ensemble des disciplines qui jusqu'à aujourd'hui ne communiquaient pas du tout. Je vais citer le cas de médecine. Aujourd'hui, l'IA offre en médecine des opportunités formidables. L'homme n'est pas capable de raisonner au-delà de 5 dimensions. Ça veut dire ça, on le connaît très bien. Ça veut dire si vous devez à la fois interpréter la génomique, l'imagerie, les tests sanguins, on n'est pas capable de le faire parce que notre cerveau ne peut pas fonctionner sur ces deux dimensions. L'IA peut vous permettre de faire des choses formidables, mais par contre,
pour arriver là, il y a des questions d'éthique, il y a des questions de domaine, comment on intègre la connaissance du domaine. Et ça, la réponse, c'est l'interdisciplinarité. Commencer dès le plus jeune âge, de commencer à expliquer en fait qu'aujourd'hui, on n'a plus des silos comme on avait auparavant. Il n'y a pas d'un côté la science et de l'autre côté, c'est les lettres ou la médecine comme on a fait avant. Aujourd'hui, les frontières sont assez proches et il faut travailler ensemble. Oui. Et en l'occurrence, les projets entre l'académique et l'industrie, vous poussez aussi, évidemment, via Centrale Supélec à ces aspects. Et je vais passer la parole, si vous voulez bien, et le micro à Raphaël Didier, avant de permettre à la députée de conclure, ou en tout cas de réagir à la table ronde. Vous êtes donc directeur du développement et innovation à BPI France. Cet écosystème qu'on voit évoluer, cette exigences, ces souhaits de méthodologie déjà très opérationnels, comment vous voyez tout ça à BPI France? Comment vous voyez évoluer l'écosystème? Alors, tout d'abord, l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle vague du numérique. On a eu l'Internet, on a eu le cloud, etc. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. Et moi, je le vois comme une vraie transformation numérique de l'ensemble de l'économie, au niveau mondial, au niveau français aussi, avec du coup l'ensemble des acteurs qui vont adopter l'IA et un certain nombre d'acteurs qui vont proposer des solutions dédiées d'IA. Donc, nous, chez BPI France, on accompagne notamment les startups, on les finance et on les aide à se développer. On fait aussi le lien avec les grands groupes et les entreprises de taille intermédiaire, voire PME, qui vont adopter cette intelligence artificielle. Et donc, on pense que vraiment, c'est une vraie tendance de fond. Et c'est un moyen plutôt qu'une fin. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas de l'IA pour de l'IA, on fait de l'IA pour créer de la valeur. Créer de la valeur en automatisant un certain nombre de processus, en développant des méthodes de prédictibilité et en développant aussi de nouveaux services, nouveaux produits. Mais, pardon, je vous coupe, mais on l'a vu avec le MEDEF tout à l'heure, et vous m'aviez dit en préparant, il y a un certain attentisme dans les entreprises. Attentisme quoi? De venir chercher les solutions que vous financez sur les étagères françaises. Il est où cet attentisme? Alors, je pense qu'au niveau des grands groupes, il y a quand même eu une prise de conscience ces dernières années et une accélération de l'adoption de l'IA. D'ailleurs, ça a été remarqué depuis ce matin. Au niveau des ETI et des PME, je pense que ça prendra plus de temps. Nous, on a développé par exemple des diags data IA qui permettent à des entreprises d'essayer de se transformer, de voir comment ils pourraient exploiter mieux la data pour réduire leurs coûts, pour améliorer leur productivité ou pour développer de nouveaux produits. Mais on voit qu'à chaque fois, ça reste encore difficile à déployer. On fait face à pas mal de contraintes ensuite d'adoption et de passage à l'échelle. Effectivement, souvent on reste au stade du POC et il faut que l'IA diffuse plus. Alors pour diffuser plus, c'est quand même un sujet clé d'investissement, de compétences, de talent. Alors qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce que vous préconisez pour que les marchés, les entreprises y accèdent? Vous êtes évidemment vous aussi très concentré sur la question de l'identification des usages, des besoins. Effectivement, donc l'IA, ça peut créer. Alors, il y a différentes estimations, et puis, en fait, ça impacte tous les secteurs et toutes les fonctions de l'entreprise. Ça peut créer 15-40% de valeur supplémentaire selon les estimations et les applications. Le cas d'usage, il est clé parce qu'en fait, c'est celui qui permettra de vraiment aller chercher cette valeur et de faire de l'IA quelque chose d'assez concret et qui perdure dans l'entreprise et qui soit réellement adopté. Ce qu'il faut, c'est à la fois développer une vraie stratégie d'adoption de l'IA dans l'entreprise, utiliser les données, les exploiter pour des besoins métiers, pour des cas d'usage identifiés qui vont créer de la valeur, mesurer cette valeur, essayer de faire en sorte de la rendre concrète, accompagner le changement aussi pour permettre à l'entreprise de réellement se transformer, aux salariés de s'adapter à cette transformation et le faire pour rester compétitif, parce que sinon d'autres le feront et d'autres feront ces gains de productivité à notre place. Qu'est-ce que BPI France met en œuvre pour ça? Alors, je pense qu'il y a un moyen de le faire qui est de laisser les entreprises le faire en interne, mais ça serait un peu utopique. Il y a un manque de talent, un manque de compétences, etc. Se faire accompagner aussi par un certain nombre d'acteurs de la transformation, et puis aussi être assez attentif à l'écosystème de start-up qui propose des solutions.
faire de l'open innovation, comme les grands groupes le font aujourd'hui beaucoup, en allant chercher des solutions qui existent déjà sur étagère, qui sont proposées par les startups. Donc on en avait dénombré plus de 600 en France à date. Enfin, en fait, le chiffre évolue tout le temps. Il y en a tous les jours de nouvelles qui se créent. Et aller chercher des solutions, alors, si possible françaises, sinon internationales, plutôt européennes de préférence, pour adopter l'IA, développer ces nouveaux produits-services, ces nouveaux processus automatisés, cette maintenance prédictive, etc., qui transforment l'entreprise. Il y a un aspect important, peut-être Laurent Servoni, vous pourriez reprendre le micro. Je vais passer la parole à Christine Aignon, mais il y a un aspect important qui est le fait d'embarquer toute l'entreprise, et pas uniquement juste la filière en la formant de spécialistes de l'informatique ou de ceux qui, dans chaque service, s'occupent de... Mais tous les autres, eux aussi. Qu'est-ce que vous préconisez là pour briser la méfiance ? En fait, ce que je disais tout à l'heure, l'important c'est la formation. La formation à tous les niveaux de l'entreprise, aussi bien le dirigeant le plus haut que les différentes strates de l'entreprise, pour justement ne pas rester dans le fantasme de ce que pourrait faire ou ne pas faire l'IA, du fait que ça va, selon les études, détruire des millions d'emplois ou en créer autant, puisque en fait chaque cabinet de futurologie prédit tout et son contraire. Donc en fait, en comprenant bien quels sont les usages qui peuvent être adressés ou ne pas être adressés, ça crée effectivement une meilleure compréhension du problème et une dynamique. Maintenant, les entreprises seules ne peuvent pas tout faire, et on l'a évoqué, c'est l'enjeu, il est au-delà des entreprises elles-mêmes et même au-delà de la France seule. La dynamique, elle est européenne, et c'est le contexte général qui va entraîner la réussite de l'IA, qui va faire que des entreprises... C'est vrai qu'on a énormément de start-up, mais encore une fois, aujourd'hui, ce qui est utilisé par les grandes entreprises, ce sont les hébergements chez Amazon et les plateformes open source de PyTorch, donc de Facebook, ou de Google, ou de Microsoft. Et donc, il faut évidemment qu'on favorise l'écosystème européen, et ça, sans l'Europe, on ne peut pas y arriver, avec des échelles dont il faut bien se rendre compte. Quand la France met 1,4 milliard d'euros sur la table, on a à côté une société comme par exemple Samsung qui peut sortir 22 milliards d'euros. On a un fonds japonais qui propose... plus que l'Europe. Oui, plus que l'Europe. Ouais. Plus que l'Europe. On a un fonds japonais, SoftBank, qui veut mettre 100 milliards d'euros. Et il y a 2 jours, un sénateur américain a dit qu'il fallait, aux États-Unis, investir 100 milliards d'euros pour l'IA. Donc on voit bien que l'échelle ne peut être que au niveau européen pour créer une vraie dynamique. Mais on a su le faire. On l'a fait, alors, il y a très longtemps avec la politique agricole commune, mais dans le domaine technologique, on a des compétences, on l'a dit, en France, qui sont extraordinaires. Bon, il y avait Aurélie Jean ce matin. On a eu Yann Lequin, qui malheureusement n'est plus en France et qui travaille. Il y a un personnage dont on n'a pas parlé, qu'on n'a pas cité son nom depuis le début, qui est français aussi, qui s'appelle Thierry Breton. Qui vient de prendre des responsabilités. Il n'amène pas 100 milliards d'euros, mais c'est quand même lui qui va piloter cette politique-là, non Cécile Huette, un mot. On l'accueille à bras ouverts parce que je crois qu'on parle le même langage et il est derrière tous ces projets, il va les porter très fort. On est derrière lui pour soutenir toutes ces initiatives, définitivement. Très bien. Alors, Madame la députée, Christine Aignon, qu'est-ce que vous inspire tout ce que cette table ronde a évoqué? C'est le Yann Bonnet qui nous rejoint et qui interviendra dans quelques instants. On reparlera de la dimension européenne puisqu'il participe en effet au groupe de travail européen. On y reviendra dans un instant. Votre sentiment sur ce que vous avez entendu et sur l'état des lieux justement aujourd'hui et de ce qu'il faut faire pour industrialiser plus encore. Voilà, alors merci de m'avoir invité. Effectivement, nous sommes tous très heureux. Donc Thierry Breton rejoigne la commission et je pense qu'effectivement, il a toutes les qualités qu'il faut pour pouvoir travailler sur ce sujet. Alors, beaucoup de choses ont été dites ce matin. Il y a des sujets extrêmement importants qui ont été abordés par rapport à comment industrialiser cette intelligence artificielle. Alors, pour moi, la manière de réunir les deux, c'est à la fois une industrie à construire et effectivement des usages qui doivent trouver leur place dans chaque entreprise, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite. Et je pense qu'on n'a peut-être pas quand même suffisamment parlé de l'aspect
de cette industrie et de qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle se mette en place. Alors, effectivement, derrière intelligence artificielle, il y a un petit peu de buzz, il y a aussi du marketing. Hein. On a beaucoup parlé du cloud, à un moment donné c'était le big data, maintenant on parle d'intelligence artificielle, et on sait que pour la mettre en place, il faut des données, il faut de la capacité de calcul, il faut des algorithmes et des gens qui soient bien formés. Alors là, je passe tout ce qui a été dit au sujet de la transversalité, enfin, qui est extrêmement importante, et notamment dans les usages. Et si on réfléchit, bon, le cloud, il y a des projets franco-allemands, européens et aussi européens sur les capacités de calcul. Si on regarde les données, il y a quand même un sujet qui était un petit peu abordé ce matin, c'est la qualité de la donnée. Comment est-ce qu'on la partage? Comment est-ce qu'on fait pour qu'elle soit mieux utilisée? Et qu'on arrive aussi à franchir ces craintes de mauvais usage, ou aussi du point de vue des entreprises, de secret des affaires, ou voilà, comment est-ce que je pourrais me faire piller des choses qui de s'affaiblir en lâchant des données à ses concurrents. Donc ce qui n'a pas été abordé, c'est tout l'aspect importance de la normalisation. Alors, on a parlé d'éthique, mais la normalisation, c'est aussi un outil puissant et qui peut nous protéger et nous donner des positions par rapport notamment aux GAFA ou aux Chinois. Et si on ne le fait pas, on va se faire imposer de fait une norme. Et donc là, il est vraiment temps de prendre le taureau par les cornes. Il y a une initiative qui est lancée donc, dans le cadre aussi qui est suivie par la DGE avec l'AFNOR et au niveau franco-allemand. Mais est-ce que ce n'est pas trop tôt de commencer à vouloir normer ce qui est en train, ou normaliser, je ne sais pas comment on dit, ce qui est en train d'évoluer, de naître peut-être à peine? Est-ce que, à quel stade vous situez la normalisation? Si on veut pouvoir partager des données, il faut quand même qu'elles soient à peu près écrites, expliquées de la même manière. Je pense que ça simplifiera un certain nombre de choses. Donc peut-être que tout n'est pas possible de tout normer immédiatement, mais il y a quand même une réflexion qui est à mener, qui est en cours, hein, puisque l'ISO s'en est aussi emparé. Mais qui doit s'emparer des normes? Ce sont les entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises françaises ne sont pas suffisamment présentes dans ces organismes. Elles n'investissent pas assez et elles ne sont pas non plus suffisamment présentes à Bruxelles. En fait, elles n'y croient pas, ou elles se disent que ce n'est pas encore assez développé pour elles. Ou elles elles n'y croient pas, ou c'est un retour sur investissement qui est difficile à percevoir, qui est à trop long terme. Mais je viens du monde des télécoms. La grande réussite du mobile, c'est la 2G, et c'était une norme qui a été conçue au niveau européen. Ensuite, on l'a perdue, et on voit ce que ça a donné. Donc, si on veut effectivement être présent sur ce domaine, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Et dans la mesure où effectivement, c'est un investissement important pour les entreprises, alors, les grandes entreprises peuvent le faire. Et là où on doit, je pense, mener aussi une réflexion également avec probablement la DG Connect et le niveau européen, c'est comment aider les startups et les petites entreprises à participer aussi à cette réflexion au travers d'outils ou de fédérations. Enfin, quel est le moyen de se fédérer, de pouvoir porter cette voix aussi au niveau européen pour éviter effectivement que ce soit uniquement les grands groupes. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même beaucoup de grands groupes étrangers sur ces domaines, donc qui prennent la main sur ces sujets. Donc ça, c'est le message supplémentaire que je voulais porter. Alors, il y aura peut-être des réactions par rapport à ça. Ensuite, en tant que législateur, effectivement, notre sujet, c'est toujours comment est-ce qu'on peut aider, faciliter, faire tomber les barrières quand il y en a, en ayant toujours, et c'est extrêmement important, donc en tête cette nécessité d'éthique pour ce qui concerne le numérique en général, mais en particulier l'IA.
Donc on est très fortement en attente aussi de ce plan qui doit sortir de la commission qui nous est promis dans les 100 jours. Et je voulais vous parler aussi donc, de l'initiative que j'ai prise avec des collègues allemands, donc de lancer un groupe de travail dans le cadre de l'Assemblée franco-allemande, donc qui est une nouvelle assemblée, quelque chose d'extrêmement innovant dans le domaine parlementaire, puisque donc c'est la première fois que 2 parlements se réunissent et décident de travailler ensemble sur des sujets législatifs. Et donc, dans le cadre de cette assemblée, donc, qui a été créée suite donc, au traité d'Aix-la-Chapelle et qui a pour mission donc, de contrôler le travail conjoint de nos gouvernements et donc des initiatives qui vont être prises et qui sont décidées. Donc, et notamment, il y a un sujet sur l'IA et l'innovation de rupture. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons un groupe de parlementaires. Combien êtes-vous de parlementaires? Alors, des 2 nations? On est en train de se former. Hein. Donc, ce qui est déjà... ce qu'on peut souligner, c'est qu'on est arrivé à lancer ce groupe de travail en parallèle des discussions sur la mise en place du règlement de cette assemblée. Bon, vous pouvez imaginer que c'est quand même pas si simple de décider comment on va travailler ensemble, puisqu'on a des systèmes qui sont quand même un peu différents, même si on est 2 régimes démocratiques et assez proches. On a des fonctionnements d'assemblée qui ne sont pas tout à fait identiques. Et donc, on a 8 permanents de chaque pays. Mais notre volonté est de faire participer un maximum aussi de parlementaires de chaque côté. Ouais. On a beaucoup d'initiatives qui ont été déjà prises au niveau français. On a également des Allemands qui ont lancé une mission qui... Quel est l'intérêt de créer une dynamique spécifique franco-allemande en la matière? Parce qu'on sont les 2 pilotes de l'Union sans doute, mais c'est pour ça, parce que très en pointe toutes les 2 sur l'IA. Alors, on a vu effectivement dans les courbes qui ont été montrées par André Losgrug-Pietri que, effectivement, par rapport aux États-Unis ou à la Chine, il faut vraiment qu'on puisse unir nos forces au niveau européen. Il y a donc il y a beaucoup de pays qui ont des programmes nationaux. La France et l'Allemagne en ont un. L'Allemagne a mis un peu plus de temps à le mettre en place. 2 stratégies, en effet. Voilà, 2 stratégies qui sont différentes. Alors, notre objectif se situe bien sûr dans le cadre européen, c'est-à-dire que dans la mesure où nous allons avoir un cadre législatif européen, donc probablement alors, des règlements, des directives, mais certainement des adaptations nationales à faire, il faut que ces adaptations, enfin notre objectif c'est qu'elles soient le plus proches possible entre la France et l'Allemagne, donc les discuter, et également accompagner toutes les initiatives qui sont prises au niveau des gouvernements. On a quand même des systèmes de gouvernement qui sont différents, avec des répartitions aussi de prise de décision entre l'Allemagne et la France qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Si nos 2 exécutifs travaillent seuls, ensemble, il va probablement y avoir, et il y en a eu par le passé, des trous dans la raquette si les parlements ne parlent pas ensemble. Donc c'est une initiative importante. Et pour revenir à ce qui est dit, je pense que la phase qui est absolument... la première phase, c'est de discuter, de mieux comprendre, de poser des objectifs qui doivent être des objectifs communs et bien compris, et d'étudier, de plutôt regarder quelles sont nos complémentarités que de se regarder comme des concurrents, ce qui est encore un peu trop fréquent, même entre nos 2 pays.
Alors, vous avez vu avec la table ronde les différents degrés d'entrée dans la problématique de l'industrialisation, du très opérationnel à cette vision stratégique d'accompagnement par les politiques, évidemment, l'échelon de la Commission européenne, la finance avec la BPI ou la formation, tout simplement, avec Centrale Supélec. Voilà, on n'est pas exhaustif, mais on est assez large. Qui voudrait compléter, réagir, interpeller nos orateurs ici de cette table ronde sur cette partie industrialisation? Oui, bonjour Bernard Gauthier, excusez-moi. J'avais une question, on a parlé beaucoup, je pense que le constat était unanime, du besoin, entre guillemets, d'y aller. Et de dire ok, on va utiliser pourquoi pas et l'Europe et éventuellement le couple franco-allemand ou la France, la BPI qui est un peu le bras armé aujourd'hui de l'investissement en innovation. Et quand je vois en fait, moi je constate un peu un écart que j'ai du mal à comprendre entre ce discours et puis aujourd'hui les budgets mis en œuvre, et vous avez parlé de 2,5 milliards d'euros au niveau de la Commission, enfin de l'Union européenne. Quand on imagine qu'aujourd'hui la politique agricole commune, aujourd'hui, c'est à peu près 400-500 milliards d'euros sur un plan quinquennal. On se dit, comment est-ce qu'on peut raisonnablement se dire, là, il y a un problème d'échelle. Il y avait une autre intervention, je vous en prie, de professeur. Oui, James Goldberg, médecin et spécialiste innovation européenne, américaine. La normalisation, est-ce que vous ne croyez pas que c'est le commencement de tout? Parce que si on commence avec une variation de la normalisation, dès qu'on arrive en Europe, on a une difficulté encore de discussion. Première petite question. Deuxième question, quels sont les moments de formation nécessaires? À quel moment dans l'école est-ce que ça commence tout de suite, c'est-à-dire 3, 5, 7, 8, 9, et comment nous pouvons assurer, parce qu'on va progresser dans les prochaines 5 ans, qu'on ne fait pas an American situation, mais on crée une Europe unie et un Français uni, respectueuse de culture et les valeurs de notre pays. Est-ce qu'il y a une autre question, intervention sur ce point? Oui, comment est abordé? Présentez-vous peut-être, s'il vous plaît. Michel Arnaudiès, je suis de la DGCS, Direction Générale pour la Cohésion Sociale au ministère Solidarité et Santé. Merci. Rien à voir avec ma question, enfin directement. Quid de la pollution numérique? Comment est-elle abordée? La pollution numérique. Oui. Oui, qu'est-ce que vous appelez la pollution? La pollution numérique, c'est tout simplement ce qu'on aborde par exemple avec Google qui a lancé hier le fameux jeu en streaming. Et donc les bandes passantes sont de grandes productrices de pollution numérique. Voilà. La question de la normalisation, vous voyez que... À l'inverse de ce que je vous disais, de mon scepticisme, là, il y a un encouragement à aller tout de suite dessus. Ça fonctionne, ça fonctionne. Allez-y, Madame Maignan. Alors effectivement, il y a plusieurs questions là auxquelles je peux répondre. Bon, il y a la question des financements et le numérique par rapport à la PAC. Alors, la PAC, c'est un programme ancien et qui est vraiment, c'est vraiment de la compétence européenne. Si on veut comparer, je pense qu'il faut pas simplement regarder les 2,5 milliards qui sont mis par la DG Connect, mais déjà regarder au niveau européen ce qui va être fait aussi par la DG Recherche, avec le programme Horizon Europe, qui met davantage d'argent que ce qu'il y avait dans Horizon 2020, puisqu'on doit passer de 79 milliards à 100 milliards, alors que, en prenant ces 100 milliards, on va enlever la contribution britannique, qui était quand même une contribution importante. Et il faut aussi y additionner donc toutes les contributions de chaque pays. Donc, bon, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est certain qu'on va bien au-delà des 2,5 milliards et qu'on doit probablement au moins approcher ce qui est mis sur la table par la Corée dont vous parliez tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est suffisant? Sans doute, peut-être pas. Mais ce qui est surtout important, c'est effectivement qu'on aligne tous ces programmes et qu'on soit, et donc qu'on les discute bien, qu'ils se complètent.
Vous le dites, il faut comparer des choses comparables. Et puis il y a des efforts ailleurs. Alors, après, qu'il y ait peut-être des choix à faire, bon, ça c'est pas forcément des choses qui sont entendables partout, mais tout de même, Cécile Huette, est-ce que c'est pas un peu modeste bon, vous avez clairement exprimé l'idée que vous veniez aussi faire une forme d'influence pour dire à tous les politiques. Je n'avais pas tout à fait terminé, oui. Parce que quand même, si je reviens à la PAC, il y a différents moyens aussi d'investir. Et aujourd'hui, au niveau de l'agriculture, il est important d'avoir aussi des programmes qui prennent en compte toutes ces nouvelles technologies, qui prennent en compte la robotique. Et l'intelligence artificielle peut avoir énormément d'applications pour utiliser moins d'intrants. Voilà. Et donc, il faut aussi prendre en compte tout ce qui va se retrouver au niveau technologique dans chacun de ces programmes, y compris la PAC. Madame Huette, sur le fait qu'il n'y a pas assez, quand même. C'est ça l'interpellation. Oui, alors au niveau européen, notre but est d'atteindre 20 milliards par an dans la décennie qui vient, qui est peu ou beaucoup à la fois. Mais le but est vraiment d'optimiser cette ressource-là. Et par rapport à tous nos programmes de recherche, on voit vraiment la modification par rapport au passé. L'IA fait partie de presque tous les piliers de recherche, tant au niveau de la santé et au niveau du programme aussi dans l'agriculture. On a pas mal de projets. On a environ, mais non pas loin de 100 millions de projets qui traitent de l'utilisation des technologies digitales dans l'agriculture. Et ça va continuer. La réforme de la PAC, ils sont en train, évidemment, de parler des nouvelles technologies et comment les mettre à profit pour ce domaine-là. Donc, mais le but est vraiment d'avancer ensemble et d'arrêter d'avoir des efforts fragmentés. Et c'est vraiment là où on peut avoir une valeur ajoutée en prenant la complémentarité. Sur la normalisation, je vais faire rebondir Mme Aignan. Non, mais vous-même, Mme Huette, sur la normalisation, qu'est-ce que la Commission fait pour aller dans le sens de la suggestion, notamment de parlementaires nationaux comme Mme Aignan? Oui, alors au niveau des données, pas mal d'efforts sont faits via nos programmes et pour soutenir aussi les entreprises qui font partie de nos programmes à participer aux efforts de normalisation. Et donc, nous, on suit ça aussi, mais on finance aussi des projets pour suivre ces aspects-là. Et je suis tout à fait d'accord, c'est un moteur aussi pour nos entreprises. Madame Aignan, là, il y a un encouragement. Oui, mais monsieur reprend un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Vous me demandiez si ça n'est pas prématuré. Moi, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui doit être en accompagnement. Parce que, bon, il peut y avoir une réflexion préalable, bien sûr. Mais comme ce sont des domaines qui bougent énormément, il faut quand même travailler en parallèle sur ces sujets. Et ce sont effectivement aussi des normalisations sectorielles à faire. On ne va pas forcément avoir la même réflexion sur la santé, sur l'environnement et d'autres sujets. Raphaël Didier, sur le financement. Oui, je voulais ajouter un point sur le financement, alors pas sur la politique européenne, enfin les choix entre les politiques européennes, mais plutôt au niveau des startups. On a vu l'année dernière, en 2019, on estime qu'il y aura plus d'1 milliard d'euros levés par les startups françaises, ce qui est considérable, ce qui nous place en première position européenne en fait devant l'Angleterre. Donc c'est une vraie victoire, on peut en être fier. Néanmoins, on constate que le niveau moyen des levées de fonds reste quand même relativement inférieur à celui observé aux États-Unis. Alors c'est pareil dans tous les secteurs, mais donc dans l'IA on le voit. Et ça peut être un frein en fait au développement de ces startups d'intelligence artificielle qui vont conquérir des marchés mondiaux et qui se retrouvent en compétition avec des startups américaines qui ont beaucoup plus de financement. Donc il faut pouvoir accompagner ces startups françaises plus loin dans leur tour de financement, avoir des fonds d'investissement français qui soient plus solides pour aller jusqu'aux séries D, C et D, et accompagner ces entreprises dans leur croissance et dans l'industrialisation des solutions auprès des grands groupes. C'est vrai qu'un grand groupe, il va peut-être se dire, entre une petite start-up française et un grand groupe américain qui a déjà fait ses preuves, des solutions américaines qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont déjà déployées partout dans le monde, le choix est difficile. Donc il faut pouvoir accompagner ces entreprises françaises, faire en sorte qu'elles puissent investir dans ce développement à l'international de leurs solutions. Et donc ça va dans le sens des annonces du président de la République
de ce début d'année pour des fonds plus gros français, une bourse européenne aussi qui soit peut-être plus active, qui puisse soutenir ces sociétés. Et puis de façon générale aussi, je pense qu'il faut il y a une attractivité assez forte de la France et des entreprises françaises dans le monde, mais il y a encore trop peu de fonds étrangers qui viennent investir en France. Par rapport aux autres pays, on est encore honnêtement en dessous. Ça montre deux choses. Ça montre que nos fonds d'investissement français sont assez forts, puisqu'on arrive à être premier en Europe avec finalement... ça repose beaucoup sur nos fonds français, donc ça c'est une bonne chose. Mais en fait, on pourrait faire plus en attirant encore plus de fonds étrangers. Nikos Paragios, la formation, est-ce qu'il faut commencer dès 3 ans alors que par ailleurs on a un débat sur le fait que jusqu'à 6 ans, c'est pas bon quand même de surexposer aux écrans et même d'exposer tout court? Je pense que 3 ans c'est un peu tôt. Bon, après ça dépend des personnes, mais à mon avis il faut quand même accélérer l'informatique au élémentaire, au collège. Ça veut dire aujourd'hui, à la France par rapport aux autres pays anglo-saxons en général, en fait on n'a pas suffisamment d'informatique. Je ne parle pas du numérique, je parle de l'informatique, donc c'est quelque chose que doit faire au niveau secondaire. Et je pense qu'il faut hybrider les parcours. Je peux parler de 2 initiatives pour conclure. On a avec Paris Descartes, on a fait une masterclass IA pour la radiologie, mais c'était déjà pour des radiologues, ça veut dire qu'ils avaient déjà formé, donc c'était à Pétard. Et on est en train de faire une IA avec Paris Sud pour l'IA pour la radiothérapie. Donc, mais on doit le faire plus tôt, on ne doit pas attendre en fait des médecins. Plus tôt, c'est quoi? Parce que en fait, aujourd'hui, je pense que dans le fac de médecine, on doit commencer à former des médecins à des principes de base en statistique, en apprentissage, dès la première ou deuxième année. Comme j'ai dit, l'objectif, ce n'est pas de faire des médecins, des data scientists. L'objectif, c'est qu'ils puissent en fait comprendre et dialoguer avec les scientifiques, parce qu'en fait, l'innovation sera en fait les résultats de la recherche commune entre des médecins et des mathématiciens et des informaticiens. Oui. Madame Maignan. Oui, un mot sur la formation, parce que c'est un sujet, la formation numérique, qui a vraiment été qui est vraiment pris en compte par le ministre Jean-Michel Blanquer, qui est en train de lancer des programmes à tous les niveaux, et au niveau du bac, donc une filière maths et informatique, et donc c'est extrêmement important, avec aussi la création d'un CAPES informatique qui va être suivi par une agrégation, ce qui n'avait jamais été fait. Oui. Donc effectivement, on part peut-être de loin, mais il faut commencer et on le fait. Et par rapport donc aux femmes, puisque je suis aussi présidente de la Fondation Femmes Numérique qui va fêter ses 1 an. Donc encore une fondation qui est jeune, mais qui a pour but de fédérer tout le travail des associations. Il y a énormément d'associations, donc comme Women in AI, qui visent donc à faire en sorte que les femmes et les filles aillent plus dans les sciences, le numérique, l'informatique, mais qui ont des difficultés à se déployer partout sur le territoire. Et donc nous avons cette année beaucoup travaillé avec l'Éducation nationale qui nous a vraiment aidés dans la sélection d'un certain nombre de projets, donc, qui visent à la fois le primaire, le secondaire, pour faire en sorte donc, que les filles aillent plus sur ces... Se sensibiliser plus vite au fait qu'elles peuvent s'identifier, absolument. En tout cas que ça les concerne autant. Voilà, et c'est urgent parce que nous continuons à perdre des points dans le nombre de en termes femmes, de parité, en termes de parité par rapport à d'autres pays européens. Donc ça doit vraiment devenir une Quels sont les Européens les plus en pointe sur cette parité dans le numérique, le digital, l'IA? Alors c'est plutôt l'Est de l'Europe. Ouais. Plutôt l'Est de l'Europe. Les pays aussi, Suède, en Norvège, en fait, on a quand même des écoles d'ingénieurs qui sont relativement bien partagées entre hommes et femmes. Comme j'ai dit, à Centrale, on a 30%, donc ça reste... La pollution numérique alors, la pollution numérique, on a parlé du RGPD, il y a quand même un principe dans le RGPD qui est la minimisation des données. Donc c'est quand même quelque chose dont il va falloir s'emparer et qui rejoint donc la remarque de Madame, qui est tout à fait justifiée et qui est un sujet qu'on a donc identifié dans notre collaboration franco-allemande d'ailleurs. Laurent Cervoni, vous vouliez dire un mot
Juste effectivement pour répondre à la dame sur la pollution numérique, qui a raison, puisque en fait le numérique est un consommateur d'énergie colossal. J'ai l'espoir que l'IA peut contribuer à minimiser la consommation d'énergie. D'ailleurs, c'est utilisé dans les fermes de serveurs, dans les grands groupes utilisent de l'IA pour minimiser justement la consommation d'énergie. Typiquement, quand on regarde une vidéo YouTube, ça a été optimisé par de l'IA pour qu'il y ait une consommation minimale. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un effet d'enchaînement, c'est-à-dire que plus on minimise, finalement on peut consommer de plus en plus. Et donc du coup, il pourrait y avoir un effet d'enchaînement. Mais a priori, l'IA devrait contribuer à participer au développement durable, à la minimisation de la consommation d'énergie. Dans le développement durable, il y a de magnifiques projets financés par l'Europe sur la protection des abeilles, par exemple, qui sont financés sur comment éviter le déclin des abeilles. Et juste sur la normalisation, l'AFNOR et l'ISO travaillent sur la normalisation de la robustesse des algorithmes en IA, qui est un point important. Et vu le cycle qu'il faut pour normaliser quelque chose, c'est-à-dire que ça commence aujourd'hui, il y a un premier draft qui a dû être soumis il y a quelques jours ou quelques semaines, ça veut dire que la norme sortira dans 3 ans. Donc le temps qu'une norme sorte à l'ISO, il faut tellement de temps que c'est pas... non mais donc Mme Aignan a raison, il faut s'y mettre tout de suite. Exactement. Je voudrais qu'on remercie les orateurs de cette seconde table ronde.